Bienvenue, Madame Veilleux, Monsieur Leblanc-Pajot de la Fédération étudiante collégiale du Québec. C'est un plaisir de vous accueillir au comité consultatif sur la réalité policière. Je m'appelle Bernard Sévigné, je suis coordonnateur du comité et je vais agir comme président pour cette séance de travail. Je vous présente rapidement mes collègues, Madame Marlene Jennings, qui est avec nous. Madame Jennings est à Montréal présentement. Madame Nicole Gibault. Madame Gibault qui est à Gatineau. Monsieur Alexandre Matte, qui est à Québec. Et comme je vous le disais au préalable, Louis Côté, Monsieur Louis Côté, qui est de Sherbrooke, va se joindre à nous. Et je suis également de Sherbrooke. Maintenant, on a pris connaissance du mémoire que vous avez déposé, de très bonne qualité, cela dit. Les membres en ont pris connaissance. On va vous laisser un premier 10 minutes pour pouvoir peut-être aborder les points saillants de votre mémoire. Si jamais ça sera en 10 minutes, je vais me permettre à la dernière minute de faire un petit rappel pour conclure et par la suite une période d'échange d'une vingtaine de minutes avec les membres pour pouvoir explorer davantage les recommandations que vous formulez et les constats que vous faites également. Alors, si ça vous convient, simplement activer, lever la main comme fonctionnalité. Je pense que vous êtes familière avec cette mécanique. Remarquez que nous, on apprend beaucoup depuis quelques semaines avec le virtuel. Alors, Madame Veilleux, sans plus tarder, je vous laisse la parole, vous présenter et présenter votre collègue et après ça, on abordera le fond des choses. Parfait, merci beaucoup. Bien, premièrement, peut-être vous mettre en contexte un peu par rapport à la Fédération. On est très content d'être là aujourd'hui. Nous, on est un regroupement d'associations étudiantes de partout au Québec. Donc, on représente 27 associations étudiantes, ce qui équivaut environ à 78 000 étudiants et étudiantes du collégial. Donc, nous, notre rôle, c'est essentiellement de représenter les intérêts, défendre les droits étudiants, et ce, depuis plus de 30 ans cette année. Donc, on est ici aujourd'hui, puis on a décidé de participer aux consultations parce qu'on pense que l'éducation a un rôle lorsqu'il est question de changement social, d'évolution dans la société, puis aussi parce qu'on a une vision très concrète, puis une expertise qui s'est développée dans ce milieu-là naturellement. Donc, pour nous, c'est important qu'à la sortie du milieu d'éducation, les personnes policières soient pleinement formées justement pour que la formation concorde avec les besoins de notre société. Donc, aujourd'hui, on va aborder plusieurs aspects, dont l'aspect communautaire, naturellement, les violences à caractère sexuel, l'admission, puis le DEC en 4 ans. Puis on pourra traiter des autres sujets lors des questions. Donc, le premier sujet qu'on voulait aborder ce matin avec vous, c'était justement cet aspect social et communautaire de la pratique policière. On le voit dans les médias de plus en plus, puis dans les différentes situations. Les personnes policières vont intervenir auprès de plusieurs populations plus vulnérables ou qui vivent des barrières systémiques. On peut penser notamment aux personnes victimes du profilage racial, aux personnes issues des peuples autochtones en situation d'itinérance ou encore ayant des problèmes de santé mentale. Pour ce faire, il faut que la préparation soit davantage adéquate, donc lors de la technique policière. D'abord en termes de notions de contenu, donc notions théoriques. Actuellement, il y a quelques notions à la pièce comme ça qui sont enseignées dans différentes compétences nationales, mais on pourrait regrouper ces notions-là dans des compétences plus figées qui permettraient d'enraciner davantage ces connaissances-là. Puis dans un deuxième temps, ça demande aussi davantage de côté pratique, d'heures de pratique pour pouvoir mettre en œuvre ces connaissances acquises. Lors de stages notamment, davantage d'heures de stage nous permettrait vraiment au corps policier en devenir prêt à intervenir dans ces situations-là. On pense à un exemple comme par exemple le projet Immersion au service de police de l'agglomération de Longueuil qui permet vraiment de plonger les personnes policières dans des situations propres à ces populations-là. L'idée, c'est vraiment d'avoir une compréhension, une écoute, une empathie envers ces gens-là qui ont des situations particulières qu'ils vivent, qui fait en sorte qu'on va avoir besoin d'une intervention policière plus ciblée et plus orchestrée avec justement ces situations-là. Actuellement, il y a quand même quelques initiatives dans le réseau qui sont prises à la pièce, donc dans certains cégeps, mais on pense qu'il faudrait vraiment un standard national qui permettrait de globaliser et de systématiser, si on veut, ces pratiques-là plus intégrées dans la technique policière.
Puis dans la même lignée, alors qu'on parle de réalité, il y a aussi la question très importante là, des violences à caractère sexuel qui fait de plus en plus surface. Le dialogue s'ouvre plus les années passent. Selon le devis ministériel actuel, l'intervention auprès des personnes victimes puis survivantes à une violence à caractère sexuel n'est pas enseignée de manière concrète et exhaustive. Donc, on retrouve ces éléments de formation-là au travers des compétences différentes, telles que, par exemple, les compétences communicationnelles, donc comment recevoir, là, puis discuter justement avec des personnes survivantes. Mais il n'y a rien de concret, il n'y a pas de standard national clair sur ce qui doit être enseigné par rapport aux violences à caractère sexuel. Donc, on voit des cégeps qui sont nécessairement définitivement avant leur temps et d'autres qui gagneraient peut-être là, justement là, à faire un petit pas vers l'avant pour rejoindre des standards là, nécessaires en date d'aujourd'hui. C'est important aussi de comprendre là, que les personnes qui sont survivantes là, de violences à caractère sexuel vivent des réalités particulières. Puis c'est important d'adapter l'approche de la personne policière pour répondre adéquatement aux besoins de ces personnes-là qui souhaitent soit faire un dévoilement, porter plainte ou obtenir de l'aide. Donc, nous, par le biais du mémoire, c'est sûr qu'on parle de créer des partenariats, par exemple, avec les centres d'aide aux victimes d'actes criminels, ou les centres d'aide et de lutte contre les agressions à caractère sexuel pour justement viser à outiller davantage les personnes étudiantes par rapport là, à ce type d'intervention communautaire. Les réalités, ce qu'on remarque là, au niveau des personnes victimes, sont trop souvent méconnues puis ne sont pas prises autant au sérieux qu'elles le devraient. Puis on pense que ce problème-là pourrait être amoindri par le biais d'une formation bonifiée puis plus exhaustive sur le sujet. L'important pour nous, c'est vraiment qu'on profite de cette occasion-là, justement, là, pour tendre vers une approche qui est nationale puis qui est concertée de cet enjeu social-là qui est bien ancré là, dans notre société, mais aussi là, sur nos campus. Le prochain sujet là, sur lequel on voulait attirer votre attention, c'est l'aspect de l'admission. Comme on l'a vu, cet aspect social et communautaire de la pratique nécessite peut-être aussi d'aller chercher des profils étudiants en voie de pouvoir poursuivre la technique policière. Les gens à l'entrée même pourraient être sélectionnés davantage dans cette optique-là. Ces gens-là pourraient refléter davantage les valeurs qu'on veut que les gens soient contenus là, dans la technique policière et qui deviendraient des personnes policières. Et en ce sens, il s'agit peut-être de moins prendre en compte les notes, donc les résultats scolaires comme tels, davantage prendre en compte les caractéristiques humaines et sociales des étudiants. Pour ce faire-là, on propose quelques moyens, notamment des tests psychométriques, des tests de personnalité. C'est des trucs qui se sont déjà faits dans quelques cégeps, mais le manque de ressources a obligé à cesser cela. Donc, il faudra peut-être investir davantage à aller voir pour s'assurer que ce genre de processus d'admission-là soit plus humain, soit plus varié aussi, qu'on puisse atteindre, c'est ça, qu'on puisse aller chercher des gens qui correspondent aux valeurs qu'on veut inculquer. On peut aussi aller chercher le bagage expérientiel de ces gens-là. Donc, est-ce qu'ils ont de l'expérience dans le milieu communautaire, qui se sont impliqués dans différents organismes, qui traduisent bien leur intérêt de refléter ces valeurs-là? Est-ce qu'on voit qu'ils ont déjà ces valeurs-là? On propose aussi dans le mémoire un cas de figure type, si on veut, où les notes compteraient pour 40% de l'admission, les tests psychométriques pour un autre 40%, puis finalement les tests physiques pour un 20%. C'est sûr que tout ça demanderait plus de temps, plus d'énergie, de ressources, mais permettrait à long terme de bonifier réellement l'admission parce que les gens qui entreraient dans la technique avant même de suivre le cours auraient déjà un bon bagage, un bon début finalement vers là où on veut les faire attendre comme personne et comme personne policière éventuellement. Le dernier sujet vraiment qui nous intéressait, c'est à la lumière de tout ça, on s'est dit, bon, on a plusieurs demandes, on a plusieurs compétences qu'on propose d'ajouter. Est-ce qu'il est intéressant donc d'allonger la technique d'études policières d'un an? Peut-être. Actuellement, on sait que la plupart des techniques, donc des diplômes d'études collégiaux, s'obtiennent au fil de 3 ans, donc après 3 ans d'études. Mais il y a une réflexion là, sur certaines techniques qui existent dans le milieu collégial. Notamment, on peut penser à soins infirmiers, ici et là, qui arrivent. Et pour techniques policières, mais peut-être que c'est intéressant aussi. Ce que ça permettrait, c'est notamment d'ajouter davantage d'heures de stage, premièrement, donc d'heures de stage pratique, comme on l'a suggéré plus tôt dans la présentation. Mais ça permet aussi, donc d'intégrer davantage ces connaissances-là, de structurer aussi les connaissances qu'on souhaite acquérir davantage, de les mettre en pratique. Puis finalement, d'acquérir davantage d'expérience humaine au fil d'un an de plus, au fil de la vie, puis de la technique bien précisément, de cette expérience-là. Puis la réussite, finalement, serait davantage axée sur le pratique et l'expérience. Donc, à la fin de ce diplôme d'études collégiales,
la réussite témoignerait non seulement des connaissances acquises, mais aussi la mise en pratique davantage fondée puis enracinée des connaissances. La réussite serait aussi témoin de l'échange puis de l'acquisition des consolidations des valeurs qu'on veut inculquer aux forces de l'ordre québécoises, finalement. Parfait. Puis bon, pour conclure, là, très rapidement, c'est important d'asseoir la prémisse que pour nous, l'éducation, c'est vraiment une plaque tournante de la société québécoise. C'est grâce à celle-ci que le Québec peut viser un changement de culture important, comme je l'ai dit au début. Mais le plus important, c'est nécessairement de retenir que la formation policière au Québec a un caractère unique de par le fait qu'elle est offerte par le réseau collégial. Puis ça, c'est très important pour nous. Et même si elle gagne énormément à être bonifiée et consolidée, c'est important que ce programme-là continue d'être offert sous la tutelle du collégial. Naturellement aussi, pour nous, l'éducation du corps policier doit être le reflet de notre désir de tendre vers une société qui est plus inclusive, plus juste, plus équitable. Puis à cet égard-là, en fait, on vous propose aujourd'hui de retravailler sur les devis ministériels, chose qui a été faite tout de même récemment, là, en 2017, mais un nouveau chantier là, permettrait justement, là, en adéquation avec le livre vert, puis bon, toute la recherche de modernisation de l'organisation policière vient d'abonder là, en ce sens-là, tout le monde ensemble. Puis, bon, le changement de culture que veulent voir les jeunes, puis c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui, doit passer avant tout par 2 points centraux là, qui sont essentiellement la mission des cégeps aussi, là, la qualité puis l'accessibilité des études supérieures. Donc, merci beaucoup, puis on est prêt à recevoir vos questions. Merci beaucoup, mais la table est mise. Puis effectivement, le réseau collégial, c'est ce qui fait, je pense, la force de la formation policière, je dirais en Amérique de façon générale. Là, on l'a constaté depuis un moment. Alors, les mains se lèvent, il y a beaucoup d'intérêt. On va commencer avec Mme Jennings. À vous, Mme Jennings. Merci beaucoup. C'est très intéressant, tant votre mémoire que votre présentation ce matin. Lorsque vous parlez de prolonger la période d'études du programme technique policière de 3 ans à 4 ans, en prolongeant, par exemple, des stages pour axer la connaissance sur la pratique et tout, vous savez que déjà, les études collégiales, malgré qu'elles sont soi-disant gratuites, représentent un problème d'accessibilité pour beaucoup de personnes au Québec au niveau financier. Prolonger par une autre année montrerait les barrières d'accessibilité. Alors, qu'est-ce que vous avez à suggérer au gouvernement, par l'entremise de notre comité, pour bonifier, par exemple, les programmes d'études et bourses, peut-être d'autres programmes, etc., pour venir en aide financière? Cette question me paraît à la fois simple et complexe dans la mesure où on demande encore et encore davantage d'aide financière aux études, mais bon, c'est clair que le programme est tout de même généreux, du moins à l'échelle du Canada, mais on en demande toujours davantage. Donc oui, c'est ce qu'on aurait à suggérer de bonifier l'aide financière aux études. Puis s'il y a un besoin bien précis pour le corps policier à venir, peut-être qu'il y a des bourses qui peuvent être créées à ce niveau-là bien précisément pour s'assurer, surtout si on demande d'améliorer et de prolonger le diplôme d'études collégiales parce qu'on en sent un besoin. Il faut que les sommes s'accompagnent pour aider les étudiants aussi. C'est ce que j'aurais à répondre ici. Puis, en complément de ça, c'est comme Raphaël l'a bien nommé, là, il existe des programmes de bourse là, pour le soutien à la réussite et la persévérance des stagiaires. Donc, dans une perspective où on veut augmenter le nombre de stages, c'est une piste intéressante là, à évaluer. Mais il y a également là, un programme qui existe là, dans le réseau de l'enseignement supérieur, qui est le programme de mobilité étudiante. Donc, lorsqu'une personne étudiante est amenée là, à changer de région là, pour exercer ses études, là, pour mener à bien ses études, bien, il y a possibilité justement de le soutenir financièrement également. Donc, à l'heure actuelle, on est effectivement là, dans la conjoncture de ce type de programme-là versus le potentiel allongement là, des études pour permettre à tout le monde d'accéder à l'enseignement supérieur. Ça va, Mme Jennings? Un compliment? Allez-y. Un compliment. Si on regarde à l'extérieur du Québec, par exemple, la GRC, leur collège
pour les études, les étudiants sont payés comme un salaire. Et en contrepartie, si la personne réussit ses études, il doit s'engager à une période de temps à l'emploi. Sinon, il y a une formule qui exige le remboursement de cet argent. Est-ce que c'est quelque chose que vous croyez pourra être intéressant pour le Québec si jamais il y a une augmentation d'1 an, des stages, etc., et que même les corps de police pourront participer au financement d'un tel programme? Bien, la question que vous posez, elle est très intéressante, puis vous nommez vous-même là, les pistes de solutions. Par contre, ce qu'on aurait tendance à dénoter là, avant de se lancer dans un tel support financier, là, c'est d'abord et avant tout le coût de formation là, qui est complètement inéquitable en ce moment là, lorsqu'on parle là, des aspirants policiers autochtones versus allochtones. Donc, avant de se pencher sur un support uniforme, assurons-nous que l'accessibilité à la technique policière et à la formation policière est équitable partout. Là. Parce que justement, là, ce que l'Enfada disait, bon, quand il est sorti en 2018, puis notamment bon, après ça, la commission Vienne, c'est que les personnes issues des peuples autochtones paient près de 19 000 de plus là, que leurs collègues allochtones là, pour accéder à la formation policière. Donc, ce serait vraiment la première étape, à notre sens, là, de s'assurer que l'accès est équitable partout avant de chercher à bonifier de manière uniforme. C'est bien, merci. Madame Gibault, la parole est à vous. Oui, merci. Avant tout, je veux juste vous dire que si la relève repose sur des gens comme vous, je vais prendre vraiment ma retraite, une vraie retraite. Félicitations, c'est beau votre implication, incroyable. Vous parlez de tests psychométriques. On a entendu souvent parler, mais on a entendu aussi parler des coûts, puis c'est compliqué, ou je ne sais pas trop quoi, là, je ne sais pas ce qui est si compliqué, mais que ça demande beaucoup de frais. Bon. Et aussi, que lorsqu'on fait ça au niveau collégial, on est jeune, on n'est pas tous sur la même longueur d'onde, et que peut-être que ça peut être appelé à changer avec l'expertise, et que souvent, lorsqu'on est avec des plus vieux, malheureusement, qui ont eu de... Bon, alors, comment vous voyez les tests? Au début, à la fin, après le stage, la suggestion, parce que, tu sais, à 17, 18, 19 ans, on ne pense pas la même chose qu'à 20, 25, qu'à 30, qu'à 40. Là. Alors, où on situerait tout ça, selon vous? C'est une question fort intéressante. Je pense qu'il y a une partie. Je pense que l'important, c'est de pondérer un peu le tout entre les notes pour une partie, les tests psychométriques pour une partie, les tests physiques pour une partie, on l'a bien nommé. On a donné un cas de figure ici, mais c'est vraiment, je pense, aux gens qui organisent la formation, qui sont davantage connaisseurs que nous, de pondérer ce truc-là de manière équitable. Or, je pense tout de même qu'il y a une partie qui doit être faite pendant l'admission première, donc en début des études collégiales. On est d'accord, il y a vraiment des gens qui peuvent changer. Je connais des gens qui sont arrivés à la technique policière à 25 ans, par exemple, qui ont changé comme personne, qui finalement ont aimé beaucoup cette approche humaine en se développant comme personne, et c'est très bien. Donc, je pense que c'est vraiment dans l'équilibre entre les différentes manières de faire, mais il y a quand même une partie qui doit être faite en début de parcours. Puis aussi de davantage, c'est un sujet assez transversal dans différentes techniques, de davantage prendre en compte l'expérience humaine et tout. L'éducation sociale est de plus en plus répandue, je pense, chez les jeunes. Et puis, donc, il faut savoir le tenir en compte et l'observer lorsqu'on regarde la mission des gens. Donc, c'est ce que je vais répondre. Oui, absolument. Puis je vais me permettre un complément d'information. De manière plus concrète, là, le Cégep de l'Outaouais, de son côté, avait mis en place des tests de personnalité à l'admission entre le secondaire là, et le collégial, et non pas seulement entre le collégial et l'École nationale de police. Là. Et ce qui a été remarqué là, lorsqu'on discutait avec des personnes enseignantes, c'est que le profil des étudiants changeait du tout au tout. Lorsqu'on se basait sur des notes versus des tests de personnalité, c'est sûr qu'on parle à des personnes qui arrivent du secondaire. Donc, ça demande une certaine flexibilité là, en matière d'admission. Puis ensuite, il y a d'autres tests qui sont faits aussi lorsqu'il est question d'entrer à l'ENPQ. Donc, un premier tri comme ça qui établit, si on veut, là, le profil étudiant idéal permettrait justement peut-être d'avoir des policiers, des policières qui correspondent plus à nos grandes ambitions de société là, en matière d'inclusion puis de représentativité. Merci.
Merci. Monsieur Matt, c'est à vous. Oui, merci. D'abord, félicitations. Je me joins à mes collègues. Féliciter le contenu de votre mémoire qui a beaucoup de belles pistes. Moi, je veux revenir sur l'année supplémentaire en formation. Vous savez, au Canada, aussi au Québec, les candidats policiers ont le plus de formation en termes de temps et de contenu. On a fait des recherches là-dessus depuis le début de nos travaux. Donc, d'y ajouter un an, il faut vraiment qu'on soit en mesure de démontrer que le contenu va être profitable. Vous avez parlé vaguement du contenu, stage et autres. J'aimerais ça vous entendre là-dessus sur qu'est-ce qui pourrait être ajouté en compétences ou en stage au niveau de la formation. Je vais me permettre d'y aller, puis Raphaël pourra compléter. Là. En fait, pour écrire ce mémoire, là, on a fait un petit tour d'horizon, tant des personnes étudiantes en ce moment que des personnes récemment diplômées, des personnes pas très récemment diplômées et des personnes enseignantes, pour voir un peu là, quel était l'état de situation. Et ce qui ressortait, c'était un désir d'apprendre sur le terrain. Donc, autant les personnes diplômées que les personnes en cours de formation mentionnaient de vouloir consolider la connaissance théorique par la pratique. Puis c'est ça qui pouvait permettre de créer une expérience puis une meilleure compréhension, notamment en matière d'intervention communautaire. Donc, à cet égard-là, d'allonger la formation ne serait pas nécessairement de bonifier pour l'équivalent de 1 an de théorie, mais bien de pouvoir insérer de la pratique au travers de la formation et de ne pas condenser la théorie en 3 ans. Donc, voilà, c'est essentiellement ça l'objectif. OK. En complément, M. Sémieux. Oui, allez-y. Je comprends que vous avez fait un sondage. Est-ce que c'est quelque chose qu'on pourrait recevoir comme information, les résultats du sondage? On a fait des entrevues qualitatives, donc okay. Ça a été des entrevues, ouais. Donc malheureusement, on ne pourra pas vous le transmettre, mais l'essentiel se trouve dans le mémoire, là, les grandes, tout ce qui en est ressorti. Là, ouais. OK, merci. Merci. Moi, j'aurais aussi des questions. Et la première, les standards nationaux, les normes dont vous parlez. Vous savez qu'il y a une indépendance des cégeps les uns envers les autres sur la définition. Comment concilier cette indépendance-là? Est-ce que dans d'autres programmes, par exemple, on impose un certain nombre de paramètres pour pouvoir s'assurer d'une uniformité? Bien, il y a deux choses. Il y a en effet ces standards bien fixes qui sont imposés par le ministère qui sont importants. C'est un débat philosophique dans le milieu des cégeps qui, à mon sens, est passionnant, mais qui est quand même complexe. Donc, de savoir jusqu'où on peut aller dans la liberté des cégeps, jusqu'où on veut restreindre pour être sûr d'atteindre des standards nationaux. Ces standards-là varient beaucoup selon la nature des programmes. Donc, si en effet, il y a un programme qu'on juge pour lesquels on veut des standards très nationaux, on est capable de négocier, d'aller chercher un peu plus je veux dire de sincèrement, c'est peut-être pas le bon mot, mais vous comprenez ce que je veux dire. Et donc, pour aller chercher plus de stages et tout. Le nombre d'heures dédiées à chacune des compétences est fixe, mais la manière d'étendre ces compétences, de les diviser par les cours, elle, est au bon souhait des collèges. Mais ensuite, en ce sens-là, le nombre d'heures de stage peut aussi peut-être davantage être précisé par les cégeps. Le deuxième sujet, bien, je pense que c'est un effet d'entraînement. Même si on peut ne pas imposer des trucs, de tendre vers ces idées-là, d'en discuter, de la porter, peut faire en sorte d'avoir une espèce d'incitatif positif où on voit ce qui se fait autour dans les différents cégeps, puis sans l'obliger nécessairement, on voit que la pratique est inspirante et tout. Lorsqu'on parle, par exemple, des différents stages qui sont faits en Outaouais, je pense que c'était bien le cégep dans lequel il y en avait plusieurs, bien d'assurer le financement, les ressources qui sont disponibles pour ça, va peut-être naturellement faire en sorte que ces pratiques-là vont être davantage diffusées dans le réseau sans nécessairement les baliser. Donc, bref, il faut davantage les baliser. Certes, peut-être qu'on peut y aller un petit peu plus incitatif, puis aussi laisser un peu chacun des cégeps s'encourager entre eux, finalement, dans ces idées avant-gardistes. Oui, absolument. Puis ce qui est important de comprendre aussi au niveau des devis ministériels liés à la formation policière, c'est que les devis sont beaucoup plus restrictifs que ce qu'on voit dans d'autres techniques ou dans d'autres programmes préuniversitaires. Donc, il peut y avoir quelques compétences, par exemple, moins d'une dizaine dans un programme préuniversitaire, alors que dans le devis ministériel de la formation policière, il y en a plus d'une vingtaine, voire même une trentaine. Donc, c'est très, très encadré, très, très serré pour être sûr que tout le monde arrive avec les mêmes compétences à l'École nationale de police. Donc, les cégeps ont justement, comme Raphaël disait, la latitude d'exercer dans un cadre très fixe. Là. Donc, l'idée, c'est vraiment d'établir ce cadre fixe et de moderniser le cadre dans lequel les cégeps exercent.
Est-ce que dans ce sens-là, vous parlez des directives, puis évidemment, on est en mode réaction, hein, il se passe quelque chose, il y a un phénomène, on ajuste à travers une directive. Vous avez parlé tantôt de, par exemple, les délits ou les crimes à caractère sexuel. Puis évidemment, ça a surpris, on l'a constaté auprès des corps policiers, c'est-à-dire il y a un phénomène là, où comment on peut aller chercher de l'expertise, se former. Est-ce qu'on est trop en mode réaction? C'est-à-dire, est-ce qu'il y aurait lieu, selon vous, d'ouvrir des débats, de véritables débats publics ou de réflexion publique sur des éléments comme ceux-là? C'est-à-dire, bon, vous en évoquez quelques-uns, le printemps érable, par exemple, l'attitude des policiers en matière, par exemple, de gestion de foule, des crimes à caractère sexuel, donc une non-nomenclature. Est-ce qu'on réagit trop? Est-ce qu'on ne devrait pas faire preuve davantage de leadership? Je vous envoie la question comme ça. Bien, vous la répondez vous-même en la posant, là, naturellement. Puis c'est pour ça qu'on est ici aujourd'hui. Puis c'est une approche très constructive parce on voit là, qu'il y a certaines problématiques dans la formation, mais aussi dans l'évolution de l'organisation policière dans le temps. 2012, c'est un bon exemple. Là, puis il y a eu un rapport qui a été fait par le gouvernement. Puis c'est sur ce rapport-là, en fait, que se base le mémoire d'AFEC pour dire, mais ce serait intéressant de discuter justement de tout ce qui est lié aux valeurs démocratiques et tout, mais aussi à l'approche davantage communautaire. Puis pour faire le pont avec les violences à caractère sexuel, mais le débat de société, ce n'est pas un débat. D'abord, c'est une discussion, je veux dire, c'est un dialogue parce que la prémisse, elle est assise à notre sens. Et donc, maintenant qu'on comprend le problème, qu'on comprend qu'il y a une culture du viol dans notre société, mais comment on peut résorber ça? Puis l'une des manières, aux yeux de la Fédération, c'est naturellement de passer par l'éducation et plus particulièrement par l'éducation des forces de l'ordre. Donc, c'est notre vision des choses. Monsieur Matt. Oui, je ne sais pas si dans votre recensement d'informations sur le programme technique policière, vous êtes allé voir des étudiants en AEC technique policière? Non? OK. Parce que vous savez. OK, oui. Bon, non, OK. Parce qu'il y a un programme qui existe de 900 heures pour un AEC, mais c'est des gens qui ont une promesse d'embauche. Mais non, si vous n'avez pas fait de. Je pense que ce programme-là est très court, 700 heures de moins que le programme régulier. Donc, oui. Au niveau du contenu, il y a encore moins de contenu. Mais bon, si vous n'êtes pas allé vérifier, je ne veux pas aller plus loin dans le questionnement. On sait que ça existe, là. On a pu faire quelques recherches à ce sujet-là, mais les délais étaient trop courts là, pour qu'on se penche sur ce deuxième programme-là, en effet. Là. Merci. Une question sur la diversité. Mme Jennings l'a abordé indirectement par le financement. C'est un véritable problème hein, dans les corps policiers, c'est-à-dire problème de recrutement, comment intéresser les jeunes. Est-ce que vous avez des pistes à cet égard-là, concrètes, là, dire comment on peut convaincre des jeunes, des minorités, des Autochtones, par exemple, à entreprendre des études collégiales? Est-ce que c'est la forme du curriculum? Est-ce que vous avez une réflexion à cet égard? Je peux y aller. C'est sûr que d'abord, il y a toujours un problème de promotion là, de ce type de programme-là, mais c'est important aussi de penser à entamer une promotion qui est ciblée. Le fait qu'il n'y a pas beaucoup nécessairement de diversité culturelle au sein des rangs policiers provient aussi d'un problème de société qui est nécessairement lié au profilage racial puis au manque de confiance des minorités racisées envers le corps policier. Donc, de travailler en amont sur cette confiance-là, puis de promouvoir le programme, de le rendre accessible à tout le monde, nécessairement pourrait permettre là, d'ouvrir les portes, si on veut, là, de la formation policière à tout le monde. Donc, en matière de pistes concrètes, là, c'est d'investir des ressources justement là, pour démontrer qu'il y a une accessibilité puis une ouverture, mais aussi de pas seulement là, user de paroles, mais bien d'actes également là, pour démontrer cette ouverture. Si je peux me permettre de rajouter un point simple, que ces populations-là soient davantage connues, puis pas de savoir seulement qu'ils existent, évidemment, mais de savoir quelle est leur vision des choses, donc d'aller les voir, d'avoir une attitude d'écoute, puis que les personnes qui, en général, composent les corps policiers aillent davantage vers eux pour comprendre la réalité, peut faire en sorte que ces personnes-là, ces populations-là vont se sentir davantage interpellées, puis bienvenues dans ce genre de programme. Donc, cet échange-là qui peut être intéressant entre les différents groupes pour se sentir plus inclus à cette technique policière.
Madame Jennings. Oui, parlant encore sur la diversité, je sais que le service de police de la Ville de Montréal a déjà eu dans le passé, je ne sais pas si ça existe encore, un genre de programme de cadets où il allait chercher des jeunes de 13 ans jusqu'à, je crois que c'était 17 ans, et ces jeunes avaient des emplois, ils étaient payés. Et ils faisaient du travail, entre guillemets, et c'était une façon, un peu comme le militaire fait via leur cadet militaire, d'aller chercher la diversité, mais également de créer les ponts avec les communautés. Est-ce que vous avez d'informations, si ça existe encore, que ce soit à Montréal ou ailleurs, et si ça fonctionne, c'est quoi les résultats, etc.? Bien, c'est très intéressant que vous le souleviez. Oui, ça existe encore. Je ne pourrais pas vous dire exactement sous quelle forme, mais il y a effectivement encore possibilité là, d'effectuer ce type de travail. Par contre, mon premier réflexe à cette question-là serait de vous dire, faudrait se poser la question, est-ce qu'on veut créer des programmes comme ajouter une tentacule à la pieuvre ou on veut modifier la pieuvre pour la rendre plus accessible? Donc, puis là, j'utilise ça comme une analogie, mais vous comprenez ce que je veux dire, là. C'est beau de créer des programmes pour attirer, mais il faut que la nature même puis l'essence du corps policier se transforme pour qu'à terme, je veux dire, on atteigne nos objectifs à long terme. Ça va, Mme Jennings. Un dernier point sur, j'aimerais vous entendre l'idée d'ailleurs de s'assurer que dans le CV qu'il y ait des implications communautaires est intéressant. Encore faut-il que l'École nationale le considère comme étant un critère de sélection ou d'admission. Sur les stages, on nous dit, puis je veux juste vous entendre là-dessus, le fait, évidemment, un stage, c'est d'acquérir de l'expérience pratique. Et une des résistances qu'on entend, c'est le fait qu'un stage en milieu policier, les policiers sont appelés à intervenir, il y a tout un cadre légal, il y a toutes des conséquences, parfois judiciaires, et que ça placerait des étudiants, des étudiantes dans des situations où elles n'ont pas le statut. Est-ce que ce genre de contraintes, ces contraintes-là sont véritables? Comment, selon vous, on peut surpasser ça? Comment on peut favoriser, malgré tout, un système de stage coopératif, par exemple, et dans les corps policiers? Bon, je sais pas, Raphaël, mais je peux commencer puis tu compléteras, là. La première étape qui pourrait être intéressante, c'est de doter les personnes qui vont superviser les stages d'un minimum de formation en matière de pédagogie. Donc, de s'assurer que peu importe la place de l'étudiant en matière de stage dans une organisation policière, va lui permettre d'apprendre puis de consolider certaines connaissances, même s'il y a des freins dans l'accessibilité, par exemple, aux situations plus dangereuses, plus à risque, chose que, en discutant avec les étudiants qui dénotaient également là, de leur côté là, une impossibilité parfois là, de se rendre sur les scènes. Donc, d'user de pédagogie là, pour compenser ça pourrait être vraiment intéressant. Là. Puis, je compléterais justement en disant que, bon, il y a certains, comme vous l'avez mentionné, c'est fascinant, là, tout ce cadre légal-là. Il faut aussi adapter. L'important, c'est de plonger les étudiants dans ce genre de situation-là. Si je ne m'abuse, le projet Immersion était dans un cadre un peu à côté d'une action policière comme telle. C'était une observation. Donc, ce genre de truc-là. L'important, c'est vraiment que l'étudiant puisse comprendre ce qu'il apprend de manière théorique, qu'il puisse le comprendre dans quel contexte ça se met en œuvre. Et à partir de là, bien, selon le contexte légal, la manière de se faufiler là-dedans, là, puis de plonger dans ces situations tout-même, je pense. Merci. Alors, on va terminer la rencontre avec Madame Gibault. Vous aviez levé la main? Allez-y. Oui. Dans le contexte légal, évidemment, il va falloir peaufiner quelque chose, des solutions, parce que c'est évident, pour l'avoir vécu moi-même, là, évidemment, là, que lorsque des personnes sont présentes et sont témoins, peu importe qu'ils soient étudiants, formés, formateurs, ça risque de les mettre dans une position. Alors, moi non plus, je n'ai pas de solution magique, mais il va falloir qu'on pense sérieusement
Parce que c'est malheureusement l'encadrement lorsqu'on arrive devant le tribunal. Tu sais, le policier fait le travail, je dis tout le temps, de base, mais c'est les juges en bout de ligne qui vont rendre la décision, puis la Cour suprême à l'ultime. Là. Mais s'il y a quelque chose qui a flanché, pauvre étudiant là, qui serait pris dans une situation où, my God, tu sais, alors il faut vraiment trouver un balancier là-dedans. Puis toute forme de piste de solution, que ce soit législative, on ne changera pas le code criminel puis la loi de la preuve au Canada. Là, c'est pas. Il faut vraiment, vraiment trouver des solutions pour qu'ils soient un peu peut-être comme les stages d'avocat, mais encore là, la responsabilité. En tout cas, c'est un pensée bien pour le légal. Absolument. OK. Écoutez, Madame la Présidente, Monsieur le Vice-président, très enrichissant. Merci beaucoup et de votre mémoire et des échanges, la qualité des échanges, c'est beaucoup apprécié. Ça va nous faire très certainement cheminer, nourrir notre réflexion, un volet indispensable dans la réflexion que nous, on a à faire et des recommandations qu'on aura à soumettre à la ministre de la Sécurité publique. Alors, merci infiniment, c'est très apprécié. Et je vais vous souhaiter une bonne fin de journée. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci de nous avoir reçus. Au revoir. Merci. Bonne continuité dans votre formation. Merci. Oui.